Lors du sommet mondial de l'alimentation en 1996, la sécurité alimentaire a été définie comme le fait que tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. C'est dire que très peu de pays ont réussi à atteindre cet idéal de vie. Malgré les efforts, le Mali n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. En réalité, nous en sommes loin. Comment l'expliquer, sachant notre immense potentiel agricole? Combien de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans notre pays et qu'est-ce qui est fait pour leur venir en aide? D'ailleurs, comment expliquer cette insécurité alimentaire et quelles sont ses conséquences socio-économiques? Sécurité alimentaire, où en sommes-nous? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, notre débat porte sur un thème extrêmement important puisqu'il s'agit de la sécurité alimentaire. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Le colonel Ousmane Dambélé est le président directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Il a été nommé à ce poste en mars 2021. C'est lui qui préside également le conseil d'administration de cette entité dont la mission essentielle est de veiller au maintien de la qualité des céréales stockées en s'assurant de la bonne réalisation des contrôles et des traitements phytosanitaires, mais aussi le renouvellement régulier des céréales stockées à Bamako et dans certaines régions du pays. Le colonel Dambélé est aussi le secrétaire général adjoint du réseau des offices et organismes en charge de la gestion des stocks nationaux des 15 pays membres de la CEDEAO, en plus de la Mauritanie et du Tchad. Le colonel Ousmane Dambélé maîtrise assez bien les questions de sécurité et d'alimentation pour avoir été directeur zonal commissariat dans les régions militaires de Ségou, Sévaré, Gao et Kidal de juin 2004 à novembre 2017. À ce titre, il a régulièrement approvisionné les unités en nourriture, rations de combat, riz, sucre, eau, condiments pour ne citer que cela. Dans le même temps, il était chargé de fournir mensuellement de la nourriture aux familles des militaires dans le cadre du PPI, partie prenante individuelle. Officier administratif avec plus de 24 ans d'expérience dans la gestion des ressources des forces armées pour les troupes régulières et opérationnelles avant d'être le PDG de l'OPAM, Ousmane Dambélé a occupé d'autres responsabilités telles que sous-directeur de la surveillance administrative des corps de troupes de 2017 à 2020, puis chef division logistique à l'état-major général des armées entre novembre 2020 et mars 2021. Pour ce qui est de son parcours académique, M. Dambélé est diplômé de l'enseignement général, mais aussi spécial. Au niveau de l'enseignement général, il est titulaire d'une maîtrise en sciences physiques, option microélectronique, obtenue à l'université de Monastir en Tunisie en 1994. Pour ce qui est de l'enseignement spécial, il est diplômé de l'école militaire interarmée de Koulikoro, promotion 1998. C'est dans cette même école qu'il a décroché en 2004 son diplôme d'administration militaire. En 2013, à Libreville, au Gabon, il a obtenu son diplôme d'état-major. Le colonel Ousmane Dambélé compte plusieurs autres diplômes et certificats obtenus notamment aux États-Unis. Le travail remarquable qu'il a accompli ces dernières années lui a valu plusieurs distinctions honorifiques. Sur le plan national, Ousmane Dambélé a obtenu la médaille commémorative de campagne, la médaille du mérite militaire. Il est chevalier de l'Ordre national avec effigie abeille, mais également chevalier de l'Ordre national. Au plan international,
Il a la médaille 1 et 2 des Nations Unies. Marié et père de famille, le colonel Ousmane Dambélé, PDG de l'Office des produits agricoles du Mali OPAM, est l'invité principal de Entreprendre. J'ai le plaisir de recevoir le président directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, le colonel Ousmane Dambélé. PDG, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir, M. Seni, et le plaisir est pour moi. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément l'objectif et les raisons de la création de l'OPAM, que leur dites-vous? Je le dirais simplement que l'OPAM a été créé en 1965 et que l'OPAM a été une arme dans les mains des différents chefs qui ont succédé aux destinées de notre pays. Donc de sa création en 1965, on peut voir l'OPAM en 3 temps, si vous permettez. Allez-y. De sa création en 1965 jusqu'en 1982, il avait le monopole total de l'achat, de la vente de riz. Donc c'était l'OPAM qui gérait tout. C'est l'OPAM qui gérait tout. Au départ, même son nom, c'était l'Office des produits et légumes du Mali. Ça veut dire que c'est lui qui avait le monopole jusqu'en 1982. De 1982 jusqu'en 1989, ça c'est l'avènement maintenant du Fonds monétaire international, avec la restructuration. Donc il y avait un programme de restructuration des marchés céréaliers qui est là. On a demandé à ce que l'État soit désengagé un peu de ce rôle de monopole de gestion des céréales au profit du secteur privé, petit à petit. Et c'est ce qui nous a amené à la création même du stock national de sécurité qui avait le jour vraiment pendant le PRMC. Donc là, on parlait de gestion parapublique, c'est ça? Exact. Il y avait une partie de l'État, une autre partie du secteur privé. Du secteur privé qui rentre maintenant dans l'achat et la vente de céréales. Et la troisième et dernière étape? La troisième et dernière étape de 1989 à nos jours est vraiment marquée par le contrat et le contrat plan État-OPAM. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'État a décidé maintenant le commissariat à la sécurité alimentaire représente l'État et comme l'OPAM était une EPIC, donc on a un contrat qui nous lie maintenant pour la gestion maintenant des stocks. Donc on peut dire que l'OPAM est une structure du commissariat à la sécurité alimentaire? Est une structure à part entière du commissariat à la sécurité alimentaire. Alors, bien que l'OPAM soit créé avant le commissariat à la sécurité alimentaire, donc après, je crois qu'on a pu, avec les réformes entreprises, maintenant on a pu quand même corriger ça. Et l'OPAM est partie intégrante du dispositif de sécurité alimentaire, je peux dire, du dispositif. Parce que le dispositif de sécurité alimentaire est composé du commissariat à la sécurité alimentaire et des autres structures comme l'Observatoire des marchés agricoles, le système d'alerte précoce. Après les résultats du cadre harmonisé, donc quand les résultats du cadre harmonisé sont divulgués, maintenant il y a des chaînes de solidarité. L'État fait un plan national de réponse aux différents chocs et dans ce plan national de réponse, bien sûr, l'État joue un rôle prépondérant à travers le CSA et l'OPAM, mais aussi les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Quelle est la situation de notre pays en termes de sécurité alimentaire et quels sont les efforts qui ont été faits jusque-là pour en venir à bout, pour soutenir les populations dites vulnérables? Je vous propose de suivre ce grand angle qui revient sur ces différents aspects. En 2023, plus de 282 millions de personnes ont souffert de l'insécurité alimentaire aiguë dans 59 pays, selon le rapport mondial sur les crises alimentaires. On y apprend qu'il y a eu une augmentation de 24 millions de plus par rapport à 2022. En ce qui concerne le Mali, en 2023,
Plus de 1,1 million de personnes ont bénéficié d'assistance alimentaire sur une prévision de plus de 1,2 million de personnes. La situation alimentaire et nutritionnelle cette année a augmenté par rapport à l'année dernière. Le commissariat à la sécurité alimentaire, à travers le système d'alerte précoce, qui est un de ses services rattachés, fait mener chaque année, à l'issue de la campagne agricole, des évaluations nationales sur la situation alimentaire et nutritionnelle. Ces évaluations font ressortir pour cette année 1,3 million de nos compatriotes qui sont en insécurité alimentaire sévère, donc qui ont besoin d'être assistés, qui se trouvent surtout dans les zones de Mopti, Gao et Menaka, donc les régions du centre et du nord, qui sont surtout touchées par l'insécurité. Mais que représente l'insécurité alimentaire du point de vue économique ? Un pays qui est en insécurité alimentaire est un pays qui n'a pas réussi évidemment à surmonter sa transformation structurelle pour permettre à son économie de nourrir les bras de son pays. C'est un pays dont les entreprises sont dans une situation où elles ne peuvent pas employer comme il le faut, ne peuvent pas embaucher comme il le faut. Donc c'est un pays où le chômage augmente, c'est un pays où l'emploi est précaire parce que la demande d'emploi des entreprises a tendance à être rare et tout ce qui est rare, généralement, on a tendance à ne pas le priser sur le marché du travail. Pour Reine Paulsen, le directeur du Bureau des urgences et de la résilience de la FAO, les conflits et la violence sont les facteurs les plus importants de l'insécurité alimentaire aiguë. Les conflits sont les principaux facteurs dans 20 des 59 pays étudiés dans le rapport. Ce sont les facteurs clés pour le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Le deuxième facteur est lié au phénomène météorologique extrême. Nous avons connu l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le phénomène El Niño, pour ne citer qu'un des facteurs, a été un élément clé de cette situation. En effet, l'insécurité entraîne le déplacement forcé des populations, la perte des moyens de production, des moyens de subsistance, la perte des cheptels. Face à cette situation, l'État a mis en place le plan national de réponse. Il vise à atténuer les souffrances des populations en situation d'insécurité alimentaire. Cela passe notamment par des distributions alimentaires gratuites durant les périodes de soudure. Cette année, dans ce cadre-là, l'État et ses partenaires se sont mobilisés et dans les côtés de l'État, près de 40 000 tonnes de céréales ont été distribuées et qui ont concerné l'ensemble des communes du Mali. Bien que la sécurité alimentaire soit avant tout la responsabilité de l'État, ceci dit, le pays bénéficie du soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable comme l'indique l'objectif 2 des ODD. Nous avons privilégié, si j'ose dire, l'action localisée. Et par conséquent, vraiment, pour ce qui concerne l'agriculture, nous agissons au niveau des communautés. Et pour ces communautés qui sont touchées par l'insécurité alimentaire, nous agissons dans l'optique de leur apporter les connaissances, mais également les moyens de subsistance pour qu'elles-mêmes puissent produire en urgence de quoi se nourrir et au-delà. S'il y a du surplus, la mise à disposition de ce surplus au niveau du marché local. C'est une dimension importante. Nous ne sommes pas une structure des Nations Unies en charge des questions humanitaires proprement dites. Donc nous ne distribuons pas de quoi manger, mais nous soutenons les communautés à produire de quoi manger. Les régions les plus touchées sont celles du nord et du centre, à savoir Gao, Menaka et Mopti. À cause des conflits et des effets du changement climatique, la région de Menaka a atteint l'échelle 5, qui est le niveau le plus élevé en matière d'insécurité alimentaire. Cette année, le plan national de réponse a prévu une enveloppe de 25 milliards de francs CFA pour atténuer les souffrances des populations en situation d'insécurité alimentaire. Colonel Dambélé, on vient de voir ce reportage. En tant que PDG de l'OPAM, quel regard portez-vous sur cette question de sécurité alimentaire au Mali? Enfin, j'ai un sentiment mitigé, à la fois de frustration
et ensuite de satisfaction. Pourquoi frustration et satisfaction? Frustration parce que je vois que le nombre de vulnérables est à la hausse. Ça veut dire que le nombre de nos compatriotes qui ont besoin d'assistance est un peu à la hausse. De 1,1 à 1,3, c'est vraiment considérable. Satisfaction parce que l'État met, malgré les pressions sur les finances de l'État se débrouille quand même à venir en aide à ces populations du mieux qu'il peut et avec l'aide des partenaires, comme on peut dire fiables, qui restent avec nous jusqu'à présent. Bien sûr, on va revenir en détail sur ces partenaires-là, en tout cas, qui accompagnent le gouvernement du Mali. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. Tout d'abord, Dr Abdourahmane Tamboura, il est agroéconomiste. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. J'ai également le plaisir de recevoir Lamine Treta, il est coordinateur du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire à l'ONG CAEB. Bonsoir Monsieur Treta et merci d'avoir accepté notre invitation également. Messieurs, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous invite à regarder cette première infographie qui va nous permettre de comprendre quels sont nos compatriotes qui sont atteints par l'insécurité alimentaire sévère en 2024. D'après donc les données du commissariat à la sécurité alimentaire, plus de 1,3 million de personnes sont atteintes d'insécurité alimentaire sévère. Donc on parle là de 6% de la population, colonel Dambélé. Cette hausse par rapport au nombre de vulnérables trouve sa source dans les différentes causes des crises. La crise multidimensionnelle qui traverse le pays, qui n'est pas cachée aux gens, en fait. Cette crise multidimensionnelle trouve sa source dans beaucoup de... Je ne sais pas s'il y a lieu d'expliquer ces causes, ces facteurs maintenant, mais moi j'en décide, j'en dénote deux. Vous pouvez les citer, allez-y. Il y a les causes qui sont surtout conjoncturelles et les causes structurelles. Bon, les causes conjoncturelles, ça c'est connu. Ça, c'est carrément les conflits violents qui sévissent dans les régions du Nord et maintenant qui ont migré vers les régions du centre, qui atteignent les zones de production de céréales. Et maintenant, les facteurs structurels, les docteurs sont là qui vont me déjuger, c'est les changements climatiques, en fait. C'est l'insuffisance des pluies, souvent il y a la persistance de la sécheresse par endroits, très souvent. Il y a aussi les inondations saisonnières qu'on peut citer, et sans oublier les parasites et autres oiseaux. Qui viennent gâcher entre guillemets en fait, qui affectent la production. Quand on prend de façon globale, en parlant des personnes atteintes d'insécurité alimentaire, simplement donc les personnes vulnérables, on parle de 4 millions, donc le chiffre est encore plus élevé. Et comme le colonel l'a rappelé, les causes sont multiples. Il y a les facteurs climatiques, qui sont l'une des principales causes d'ailleurs. Il y a les conflits armés. Ensuite, il y a le dérèglement. Le dérèglement en termes d'installation des pluies et la répartition des pluies dans les différentes zones qui sont des causes qui sont tributaires maintenant à l'insécurité alimentaire. À cela aussi, peut-être il faut revoir aussi le mécanisme et le mode de production. Parce que nous avons tendance aussi à conserver les semences depuis des années. Et dans certaines localités, ils vont dire que oui, c'est nos semences qui datent de plus de 100 ans. Et je crois que, carrément 100 ans. Oui, bien sûr, dans certaines localités, ils disent que c'est nos semences, les semences de nos arrière-parents. Donc tous ces paramètres mis bout à bout créent une certaine condition d'insécurité dans certaines zones. Et ce qui est aberrant aussi, il faut reconnaître qu'au niveau du Sahel occidental, c'est une seule campagne sur 3 ans qui est meilleure, ce qui est fortement inquiétant. Et je crois qu'à ce niveau, c'est de changer un peu le système de production, essayer de faire une sécurisation par rapport à un système de stockage
et la création des unités de banques de céréales au niveau de ces zones-là pour pouvoir donner une certaine réponse. À cela aussi, peut-être il faut rappeler un autre phénomène. C'est vrai, peut-être dans les années 80, la population que le Mali avait, ce n'est pas la même population que nous avions en 2024. Et au-delà de ça aussi, nous assistons à un déplacement massif de certaines localités vers les zones excédentaires, ce qui crée une condition, une certaine pression sur les denrées alimentaires. Docteur Tamboura, vous partagez ce qui vient d'être dit par les deux co-débatteurs qui sont là. Il y a ces aspects, on l'a dit, il y a l'aspect sécuritaire. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop disait qu'il n'y a point de développement sans sécurité. Il y a aussi les aspects environnementaux. Mais nous aussi, M. Treta le disait, il y a aussi la population qui a augmenté. D'ailleurs, d'après les données du dernier recensement, on est à plus de 23 millions de Maliens maintenant. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je partage les points de vue de mes prédécesseurs. Mais ce qu'il faudra aussi noter, ça, c'est un peu la modestie des investissements dans le secteur agricole. Donc, très peu d'investissements dans le secteur agricole. Très peu d'investissements dans le secteur agricole pour pouvoir booster la production. Parce que le Mali, c'est un pays quand même qui dispose d'un potentiel énorme. Mais s'il se trouve aujourd'hui que le Mali n'a même pas aujourd'hui exploiter les 30% de son potentiel agricole, je pense qu'il reste un grand chemin à faire qui est imputable vraiment à la modestie des investissements, surtout pour la maîtrise de l'eau. Parce que c'est un pays du Sahel, donc il faut vraiment faire en sorte que l'eau soit là pendant toute l'année, qui puisse permettre à nos producteurs de produire durant l'année. Donc, je pense qu'en faisant des investissements énormes dans ce sens-là, ne serait-ce que pour la maîtrise de l'eau, je pense que ça va aider à résoudre pas mal de problèmes qui se posent au plan de sécurité alimentaire. Docteur Tamboura, vous parlez du potentiel agricole du Mali. Oui, effectivement, le Mali a un peu plus de 43 millions d'hectares de terres arables, mais seul 7% est exploité. Monsieur, vous avez donné les 2 principales, voire même les 3 principales causes de l'insécurité alimentaire. On va les voir en infographie. Effectivement, quand on parle d'insécurité alimentaire, les 2 principales causes, en tout cas pour le cas du Mali, c'est d'abord les conflits qui entraînent justement l'insécurité alimentaire avec le déplacement des populations. On a bien sûr les changements climatiques. Ils ont touché du doigt la modestie des moyens pour booster un peu l'économie. Mais vous savez, on essaye nous maintenant de sortir de ces traditionnelles distributions alimentaires gratuites qui vraiment... Il n'y a pas de véritable impact. Il n'y a pas, l'impact était très limité parce que voilà, on vient, on assiste quelqu'un, on lui donne à manger pour 2 ou 3 mois. L'année c'est 12 mois. Et les 9 autres mois, qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est comme ça, nous, avec le commissaire à la sécurité alimentaire, on a réfléchi, on a dit, bon, pourquoi ne pas expérimenter d'autres formes d'assistance? Par exemple, ce qu'on expérimente maintenant, cette année qu'on a expérimenté, on n'a pas attendu la distribution alimentaire gratuite pour venir en aide aux gens. Depuis le mois de Carême, par exemple, il y avait dans la même dynamique de la solidarité enclenchée par le président. Donc on a commencé à faire la facilité alimentaire. C'est-à-dire? Qui consiste à faire quoi? Dans les communes, les 6 communes de Bamako, on arrive maintenant à vendre un kit composé de 50 kg de riz, 5 kg de sucre, 5 kg de lait et 5 litres d'huile. Ces kits au marché coûteraient 60 000 francs. Mais l'État a consenti à les céder à 30 000 francs. Dans la moitié. La moitié. Ça se fait comment? Il y a des vulnérables qui sont identifiés avec la direction régionale ou nationale de la sécurité sociale. On identifie les communes. Et chaque commune, les vulnérables sont identifiés par commune. Et on passe chaque mois, on va faire le tour des communes. Il y a 100 personnes qui sont éligibles pour ça. Par commune? Par commune, on prend 100. Ça a commencé au mois d'avril. On a fait 100 personnes en commune 1, 100 en commune 2, ainsi de suite jusqu'à donner 6 communes. Donc 600, je crois on a 600 communes donc dans le mois d'avril. Mois de juin, 600. Ainsi de suite. Et on espère continuer ça jusqu'en décembre.
Donc, ça, c'est la facilité alimentaire. Il y a les ventes à prix social qui se font maintenant à l'OPAM. Donc, quand on avait propositionné le stock à Bamako, à Kaï et à Ségou pour pouvoir intervenir très rapidement en cas de choc, on a concédé, l'État a accepté de vendre une partie de ces stocks à prix social pour venir en aide aux gens. Par prix social, vous voulez dire un prix réduit? Un prix réduit. Quand les 50 kilos sont vendus sur le marché aujourd'hui à 23 000, 25 000, à l'OPAM, on les vend à 18 000, à Gao, 18 500. D'où l'affluence à l'OPAM maintenant. Et on a commencé à Kaï, à Gao et à Bamako. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire on essaie d'adapter l'aide au portefeuille du vulnérable. Puisqu'il y a plusieurs types de vulnérabilité. Hein. Il y a des gens qui ont un peu les moyens. Il faut les aider. Ceux qui n'ont pas du tout les moyens, on peut distribuer gratuitement. Mais pardon, comment vous faites pour les identifier? Ah, c'est par exemple, on passe par... Il y a plusieurs mécanismes. Hein. Il y a le ciblage. Il y a le ciblage qui est effectué chaque année et par les ONG qui nous aident. Et il y a les partenaires techniques et financiers qui aident le ministère du Développement social et de la Santé à ce qu'on appelle notre vœu, à mettre en place un régime social unifié. Où, en fait, moi, ça vous permet d'identifier. C'est bon, ça me permet d'identifier, mais moi, j'aime pas trop identifier les gens, les vulnérables. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, tu es vulnérable, tu peux changer. Ta condition peut changer. Donc, si tu es indexé dans un régime, est-ce que... Bon, il faut le faire aussi pour l'assister parce qu'on ne peut pas assister tout le monde. Ouais. Vous voyez? Donc, le problème à ce niveau, on est en train de voir avec les partenaires techniques et financiers comment quand même mettre à jour ce régime social unifié qui va nous permettre, qui va être un référentiel pour nous, en fait, pour chaque année pouvoir intervenir au niveau. Donc, quand les gens sont identifiés, comme j'ai dit tout de suite, même pour la facilité alimentaire, on se base sur les résultats de la directrice, par exemple, la direction du développement social, qui a identifié avec les chefs de quartier les vulnérables. Parce que qui mieux que les chefs de quartier pour connaître ceux qui sont vulnérables dans leur quartier? Ils peuvent faire le ciblage. Donc on établit la liste avec eux. Et quand ils sont éligibles, on vient par mois et il y a 100 et on continue avec ça. Messieurs, par rapport à cette initiative, 600 de nos compatriotes par mois et on change à chaque fois. Ma seule interrogation, c'est les autres, ils feront quoi pendant ce temps? Docteur Dambélé, il faut des programmes assez sociaux comme ça. Docteur Dambélé, c'est ce que j'avais dit. Hein. J'ai dit qu'il y a plusieurs formes de vulnérabilité. Il y a, tout ça concourt. Hein. En même temps qu'il y a la facilité alimentaire, en même temps il y a la vente à prix social. Les ventes à prix social aussi. En même temps? En même temps. D'accord. Ça veut dire que les vulnérables, ceux qui peuvent acheter, qui ont un peu de moins, achètent. Ceux qui sont identifiés, être un peu en deçà de ça, on les donne à prix modéré, à moitié prix. Les autres, on les donne gratuitement. Mais bien sûr que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La distribution alimentaire gratuite, si tu donnes par exemple du maïs à quelqu'un, un vulnérable, il faut qu'il puisse la transformer. Il faut qu'il puisse transformer, c'est-à-dire les quantités données à distribution gratuite. Et soit les ONG vont nous aider à faire le cash transfert, parce qu'il ne peut pas manger que du maïs aussi. Hein? Ouais. Donc, si le maïs était même transformé, c'était bien. Donc, quand on est en train de voir, pourquoi ne pas transformer? On a fait l'expérience, hein, on a donné du maïs transformé et c'était bien. L'estral transformé. Et donc, ça permet de ne pas changer l'habitude alimentaire du vulnérable.
Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Docteur Dembélé, je vous donne la parole juste après cette autre donnée que je vous invite à regarder, qui va nous amener à parler des zones les plus touchées par l'insécurité alimentaire. On a parlé, et ça a été dit dans le grand reportage tout à l'heure, il s'agit principalement des régions du nord et du centre. Par région du nord et du centre, on pense particulièrement à la région de Gao, à la région de Mopti au niveau du centre. La région de Menaka est la plus touchée. D'après la FAO, la région de Menaka est au niveau 5, qui est le niveau le plus élevé. Et il y a aussi des communes, les cercles qui sont touchés. On parle de 12 cercles qui sont en situation de crise. Et il y a 25 en état minimal, dont 6 communes du district de Bamako. Et là, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, commandant Dembélé, par rapport au soutien au niveau des communes de Bamako. Docteur Dembélé, ma question est toute simple. Pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas forcément le lien qu'il y a entre l'insécurité alimentaire et l'économie, qu'est-ce que vous leur dites? C'est quand on dit qu'un pays où des gens sont en insécurité alimentaire, quelles sont les conséquences du point de vue économique? Ok. Avant d'aborder dans ce sens, je tiens à remercier le colonel pour le travail battu dans ce sens-là. Mais je tiens également à souligner que la question de sécurité alimentaire elle est en fait complexe. Parce qu'elle s'analyse sous à peu près 4 dimensions. D'abord, la disponibilité des produits alimentaires. Maintenant, si on s'intéresse à la disponibilité des produits alimentaires dans le contexte du Mali, et avec une analyse économique, un produit est disponible dans un pays par 2 opérations essentiellement. Lesquelles? Opération de production domestique et opération d'importation du produit. Maintenant, opération de production domestique, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous plantons, nous cultivons localement. Ça, tout à fait. Et l'importation des denrées alimentaires. Maintenant, si on essaye d'examiner le plan qui est mis en place pour pallier à la sécurité alimentaire, j'ai comme l'impression qu'on se rabatte beaucoup sur l'importation des produits alimentaires. Alors qu'au Mali, ici, il s'agit un peu de voir, par exemple, le lait dont le colonel parlait, d'où vient ce lait, et peut-être le riz, d'où vient ce riz-là, et pas mal de produits aussi, l'huile aussi. Donc je pense que c'est des trucs qui sont importants dans notre consommation quotidienne. Alors qu'on peut aussi tenter vraiment de booster la production de ces produits-là pour diminuer davantage l'importation des produits. Par exemple, le Mali aujourd'hui devrait compter sur son secteur agricole pour ne serait-ce que contribuer à équilibrer sa balance commerciale. Mais si encore une fois de plus avec cette question de sécurité alimentaire, le Mali enregistre encore des déficits en matière de balance commerciale, je pense que ça c'est vraiment un manque à gagner du point de vue économique. Notre balance a toujours été déficitaire, voilà, d'ailleurs, il faut le dire. Voilà, je ne sais pas si cette statistique-là est vérifiée, mais en tout cas on convient à reconnaître que si le Mali dépense 10 milliards pour assurer sa sécurité alimentaire, vous allez convenir avec moi que plus de 60% sont injectés dans d'autres économies pour avoir les denrées alimentaires. Donc le fait d'importer à chaque fois, voilà, c'est la sortie de devises. C'est ça. Et c'est bien dommage. Monsieur Treta, on a vu tout à l'heure l'infographie qui nous montrait les principales zones touchées par l'insécurité alimentaire. Je ne l'ai pas précisé en vous présentant tout à l'heure à nos téléspectateurs, mais vous évoluez dans une ONG, CAEB, qui accompagne justement les populations les plus vulnérables pour se prendre en charge. Déjà, quelles sont vos zones d'intervention et qu'est-ce que vous y faites concrètement? Merci bien, M. Traoré. Et moi, je suis au niveau de CAEB. Et je gère un projet qui est financé par ex-SOS Femmes Belgique, qui a pris le nom Oumoudi maintenant. Et nous, non seulement nous intervenons dans le cadre de la sécurité alimentaire, mais nous créons aussi des actifs pour les communautés rurales. Je m'explique. Nous intervenons au niveau de Nioro du Sahel. Nous sommes à Djema, nous sommes à Nara, nous sommes à Kolokani et nous sommes à Banama. Et ce que nous faisons par rapport à la sécurité alimentaire est très simple. Et nous avons mis en place des unions de banques de céréales
Et les unions sont composées de ces villages. Quand vous prenez la commune de Iréré, nous avons une banque de céréales qui est à Iréré. Iréré, c'est l'une des communes du cercle de Nioro de Sahel. Nous avons une union aussi de banques de céréales à Simbi. Nous avons une union de banques de céréales à Sandari. Et nous avons une union de banques de céréales à Nioro Tourné. Nous faisons une structuration à la base. À partir des assemblées générales, nous expliquons un peu le bien fondé et quels sont les avantages des banques villageoise, et en fonction de ça, les communautés décident. J'avais rappelé aussi dans mes propos introductifs que c'est le Sahel occidental où la pluviométrie est permanemment déficitaire. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons pas des distributions gratuites, mais nous créons des conditions pour que les communautés puissent se prendre en charge dans une logique de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les communautés sont accompagnées avec les services techniques du développement social, et les services de la protection des végétaux, les secteurs de l'agriculture. Nous avons mis en place des comités de pilotage par rapport à la sécurité alimentaire. Donc ces comités... C'est-à-dire que vous y faites quoi concrètement? Par exemple, si on devait exemplifier, vous avez des communautés que vous voulez accompagner au niveau de Nioro par exemple. Qu'est-ce que vous faites pour eux concrètement? Effectivement, c'est à travers les unions des banques de céréales. Nous appuyons ces unions-là sur le Donc plan. vous leur donnez des céréales, c'est cela? Non. Vous les aidez à produire? Voilà, nous les aidons à produire parce que nous avons des unions de producteurs qui sont encadrées par nos soins. Nous avons des techniciens qui appuient la productivité agricole. Donc maintenant, nous avons aussi des structures avec lesquelles ils font l'approvisionnement, c'est-à-dire à partir des unions de producteurs. Donc ils ont aussi des magasins de conservation des céréales. Donc qu'est-ce que nous faisons? À des moments de nos moments, ils veulent faire l'approvisionnement, ils n'ont pas assez de ressources. Nous faisons une mise en relation avec une institution de microfinance pour qu'ils puissent aller voir au niveau de microfinance quels sont les besoins dont quels sont les besoins exprimés et comment accéder à des ressources financières pour qu'ils puissent approvisionner leurs unions de banques de céréales et garantir au moins la sécurité alimentaire pendant les périodes de soudure. Mais qu'est-ce que l'ONG fait à ce niveau? Nous faisons une substitution du taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Par exemple, si l'Union a besoin de 10 millions tout de suite, avec les charges financières, si les charges représentent les 11% de 10 millions, donc l'ONG fait une substitution en prenant en charge les moitiés des taux d'intérêt et en faisant un renforcement des capacités pour surtout le processus de gestion des banques de céréales. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, mais qui finance? Parce que ça nécessite des moyens. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été éjecté et comment vous avez trouvé? Effectivement, nous sommes une ONG nationale, nous sommes chargés de la mise en œuvre, mais nous sommes appuyés par un partenaire technique et financier qui est Oumoudi. Oumoudi, c'est une agence belge pour le développement qui reçoit des fonds aussi à travers la coopération belge pour le développement. Donc nous avons un financement de 521 millions et pour une durée de 5 ans. Donc nous appuyons les unions, mais nous ne faisons pas de distribution gratuite. Nous appuyons, nous renforçons la structuration à la base. Nous faisons en sorte que le comité puisse faire l'organisation et maintenant à procéder à l'approvisionnement des céréales auprès des unions de producteurs. Et en fonction de ça, ils mettent ce dispositif-là en place pour répondre maintenant aux besoins cruciaux lorsqu'ils arrivent des périodes de soudure. Je comprends tout de suite avec ce que vous venez de dire que le Mali n'est pas seul dans ce combat contre l'insécurité alimentaire, colonel Dambélé. Je me réjouis vraiment de l'intervention de mes deux co-débatteurs qui soulèvent les insuffisances même de la distribution alimentaire gratuite. Une question que j'aimerais poser à M. Treta, parce que l'expérience des unions bancaires, des banques de céréales, ça m'intéresse beaucoup. Parce que nous, on veut aller vers ça aussi. Est-ce que c'est bien géré? Il n'y a pas eu de... Parce que les banques de céréales, quand on a essayé les banques de céréales à travers le pays, à Bamako, dans les communes, c'était un échec. Ce fut un échec. Mal gestion. La mauvaise gestion. La mauvaise gestion. C'était mal géré. Donc si ils arrivent à faire, je crois qu'on va aller à leur école. Mais qu'est-ce que ça soulève? Et de leur côté, ils sont en train de faire du beau travail dans les communes et autres. Et l'insuffisance même de la distribution alimentaire gratuite, c'est le manque de coordination. C'est-à-dire que vous, par exemple, le PAM, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui se fait. On n'est pas au courant de ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas cette synergie. Exactement, c'est pourquoi je me réjouis d'autant que si on avait mutualisé dans les zones où ils interviennent, nous, on peut ne pas intervenir dans ces zones
et intervenir efficacement dans d'autres zones. Donc il y a cette banque de coordination qui existe. Deuxièmement, M. Tamboura a soulevé aussi, c'est-à-dire donner une plus-value à la production locale. Parce qu'il faut vraiment créer. Quand on achète les produits à l'extérieur, on fait la promotion des autres producteurs. Ça, c'est indéniable. Mais souvent, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il n'y a pas la quantité suffisante aussi à côté. On ne produit pas assez. Il y a le déficit. Il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de choses. Ça dit, par exemple, le riz. Nous, à l'interprofession riz, nous, on a voulu acheter 30 000. Tout ceci, si tu veux acheter 30 000 tonnes de riz local, tu ne vas pas avoir toute la quantité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a un système d'usurier au niveau de la production du riz. Des gens viennent, ils donnent de l'engrais aux gens, ils produisent, ils sont obligés de les rembourser. Et nous, on ne peut pas avoir accès à ça parce que celui qui a donné... il y a une dette en fait. Ah, il y a une dette qu'il faut éponger. Donc ça limite un peu la production, la quantité de production. Mais nous, ce que moi je veux, le lait et l'autre qu'on est en train de donner, que ce soit produit au Mali ici. On a beaucoup d'huileries ici. On veut acheter l'huile avec ces gens. Les sucres ici. Ça veut dire qu'on fait aussi la promotion de nos producteurs. Le riz, si on pouvait avoir le gamiaka et donner, ce serait l'idéal. Mais on ne peut pas l'avoir en quantité maintenant compte tenu du facteur que je viens de dire. Mais on est en train de... On est comme je disais, c'est une phase expérimentale maintenant. On est en phase expérimentale. Des idées comme ça, on va vraiment les mettre à côté et les mettre à profit pour pouvoir, les années à venir, vraiment nous appuyer sur ces idées-là et vraiment faire un travail de titan. Docteur Dambélé, je vous laisse répondre juste après cette infographie que je vous invite à regarder, qui va nous amener à parler du plan d'urgence de l'État. On parle de près de 40 000 tonnes de céréales distribuées pour 2024. La subvention également de riz. On parle, vous l'avez dit tout à l'heure, colonel Dambélé, la création de facilités alimentaires. Ça, ce sont les initiatives pour 2024 pour accompagner les populations vulnérables. J'ai suivi les efforts de la sécurité alimentaire au Mali, ça fait longtemps. Je pense qu'il existe un manque de coordination entre les initiatives entreprises. Même l'initiative que mon camarade vient d'évoquer là, je pense qu'il y a pas mal de projets qui ont mis en place des expériences formidables. Mais en réalité, aussitôt que le bailleur de fonds, bien le partenaire financier se retire, les initiatives sont laissées pour... voilà. Les populations reviennent à la Donc c'est pour cela que l'État doit vraiment essayer d'intervenir dans ce domaine-là, en essayant peut-être d'organiser chaque année peut-être des tables rondes pour essayer de recenser toutes les initiatives qui sont en train d'être développées par des projets, des ONG, voilà, en vue finalement de définir un plan méthodologique pour une sortie définitive de cette situation d'insécurité alimentaire. Je pense que l'État peut faire ça. Voilà. Donc, pourtant, l'État fait, et je ne sais pas, il y a un cluster. Alimentaire, et vous êtes dans le cluster sécurité alimentaire. Et chaque année, je crois, avant même qu'on aille vers l'élaboration du plan national de réponse, il y a des concertations. Hein. Il y a, peut-être qu'on va en parler avec, comme on dit, la mise en place de la gouvernance là. Ça a beaucoup de niveaux. Dans ces niveaux-là, la gouvernance de la sécurité alimentaire, il y a le conseil mixte de coordination, le comité mixte de coordination, où avec les clusters ou autres, on s'associe, on valide le PNR, parce qu'ils sont associés, ils sont au début. Donc toutes les parties prenantes. Ah oui, les ONG sont avec nous pour le PNR. Au départ, on élabore avec eux, hein, parce qu'il y a la part de l'État, voilà leur partie. Donc on élabore avec eux, on continue, on valide.
avant qu'on aille au Conseil national au Conseil national de la sécurité alimentaire présidé par le Premier ministre. Oui, je suis totalement d'accord. Hein. Je pense que l'État fait des efforts, je n'en disconviens pas. Mais ce que moi j'aimerais attirer votre attention, c'est faire une sorte de cartographie des initiatives en cours. Ça, je suis d'accord. Et même les initiatives passées. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce qui a été fait auparavant? Vraiment, il y a un manque de coordination. Toujours, le manque de coordination persiste. Malgré ça, je suis vraiment d'accord avec vous. Le bilan de la sécurité alimentaire en 2023, on parle de plus de 1,1 million de bénéficiaires des céréales en 2023, sur une prévision de plus de 1,2 million. Le coût estimé pour l'année 2023 est de 37 milliards de francs CFA du côté de l'État. Colonel Dambélé, comment expliquer qu'on a une prévision des personnes qu'on doit accompagner, mais qu'on n'accompagne pas forcément ces personnes-là comme c'était prévu? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Comme on dit, ça va toujours dans la modestie des moyens, comme on dit, les moyens de l'État. Vous voyez que c'est... Même une personne non assistée, c'est beaucoup. Mais il faut voir, entre 1,1 million et 1,2 million, c'est beaucoup, hein? Beaucoup a été fait, hein? Si on regarde, on fait le ratio, on se rend compte que c'est 90-95% déjà, ce qui n'est pas négligeable. Mais dans la sécurité alimentaire, même si, comme j'ai dit tantôt, la répétition est pédagogique, même si c'est une seule personne qui n'a pas été assistée, on doit se sentir mal. On doit se sentir mal. Mais ce bilan, comme vous voyez, l'État a traversé une crise de trésorerie depuis l'avènement de 2022 où on a été frappé par les sanctions. On traîne, c'est des casseroles qu'on est en train de traîner avec nous. Et il y a beaucoup d'autres facteurs qui se sont greffés à ça. Donc, et puis on a fait un choix. Ça, il faut l'assumer. On a fait un choix de la sécurité d'abord civile avant la sécurité alimentaire, parce que tout développement se base sur vraiment la sécurité. La sécurité tout court. La sécurité tout court. Donc voilà ce qui fait ça. Mais je voulais souligner un point très important que le docteur avait soulevé. Ça, c'est vraiment pour la sécurité alimentaire. Je ne sais pas si on va venir les mesures à prendre. On va en parler dans la seconde partie. Mais les insuffisances, parmi les insuffisances, la distribution alimentaire ne suffit pas. Il faut vraiment aller vers un développement intégral, comme le docteur a dit. Donc peut-être qu'on va Monsieur parler de ça plus tard. L'État, 37 milliards en 2023. On va voir tout à l'heure ce que l'État prévoit pour 2024 en termes de défense pour la sécurité alimentaire. Vous, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je pense que vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qui a été fait du point de vue financier pour accompagner ces populations? On peut avoir une idée de ce que vous avez pu dépenser pour accompagner ces personnes? Je dis que notre système, la stratégie que nous avons par rapport, l'approche que nous avons par rapport à la sécurité alimentaire, c'est quoi? Nous ne faisons jamais la distribution gratuite. Nous faisons en sorte que nous mettons maintenant des organisations en place au niveau du village, après le village, au niveau de la commune, pour que ces organisations puissent être l'organe de gestion des ressources maintenant mises à la disposition maintenant dans le cadre de la sécurité alimentaire. Le processus est simple. Les villages qui se sentent dans l'insécurité alimentaire se mettent ensemble. Ils forment une union. Donc l'ONG prend des mesures d'accompagnement pour les renforcer sur le plan organisationnel, pour le plan gouvernance, ensuite en les mettant en relation avec les institutions de financement. Cette année, nous avons déjà investi 40 millions pour assurer l'approvisionnement des unions des banques de céréales au niveau de Nyoro, à Nara, à Banamba et à Kolokani. Maintenant, comment le mécanisme est ficelé? Nous avons des organisations des producteurs. Nous avons estimé que s'ils doivent payer des riz importés, c'est un manque à gagner. Donc, alors que nous sommes en train de contribuer à l'économie locale, nous les mettons ensemble avec les producteurs de leur milieu. Un exemple que je voulais donner. Et au niveau de Simbi, qui est une commune de Nyoro, nous avons des villages qui ont des excédents alimentaires. Pendant la période de récolte, automatiquement, dès qu'ils ont des ressources avec l'institution de finances, ils vont là-bas, ils font l'approvisionnement. Au moment d'approvisionner pour la campagne 2023-2024,
les MOOD, parce que ça c'est des unités de mesure au niveau de la localité, ils se sont approvisionnés. Des mesures qui sont très connues, très utilisées. C'est 400, mais à l'heure actuelle aussi, à Nioro, ces MOOD sont payés à 850 francs. Donc vous voyez déjà qu'une crise s'annonce. Donc maintenant, nous mettons ces dispositifs-là en termes de gouvernance, nous les renforcer. Maintenant, ce renforcement s'est fait aussi à travers les services des membres de l'État. Les services de développement social est là pour l'aspect gouvernance, gestion, tout. Les services phytosanitaires aussi est là pour le contrôle de qualité des aliments qui sont entreposés au niveau de ces magasins. Nous avons aussi l'appui du secteur de l'agriculture qui appuie aussi les producteurs pour améliorer la productivité agricole. Donc voici les dispositifs que nous avons mis ensemble en place. Le financement que nous avions pour ces 5 ans, le financement est venu de Oumoudi qui est l'ancien SOS Fin pour une durée de 5 ans. Mais à ce niveau, il faut rappeler un fait aussi. C'est vrai, nous avons une composante sécurité alimentaire, mais nous appuyons aussi les jeunes dans le cadre de l'emploi. Nous renforçons l'employabilité des jeunes sur le secteur agricole, le grand A. C'est-à-dire nous appuyons les jeunes pour la création d'emplois autour de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Nous faisons en sorte que les catégories d'emplois que nous renforçons puissent se prendre en charge et créer aussi une certaine ressource pour que les gens ne soient pas frappés par l'insécurité alimentaire, qui puissent contribuer au niveau de leur localité pour assurer et garantir l'accès aux ressources alimentaires. Ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, nous allons poursuivre ce débat. Mais avant, nous marquons une courte pause. Nous allons continuer à parler de sécurité alimentaire, mais surtout avec cette question centrale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un pays autosuffisant, pour atteindre l'objectif donc des Nations Unies fin zéro. À tout à l'heure. Rebonsoir et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine économique et entrepreneurial. Je suis toujours en compagnie de nos 3 experts pour évoquer cette question de sécurité alimentaire. Messieurs, merci d'être restés sur le plateau. On va voir cette infographie qui va nous amener à parler des prévisions du plan national de réponse 2024, donc ce qu'on appelle le PNR. Donc on parle d'un PNR à hauteur de 25 milliards de francs CFA pour cette année. Je rappelle que l'objectif est d'aider un peu plus de 1 million de personnes. Colonel Dambélé, tout à l'heure, on a vu que l'année dernière, le plan de réponse a nécessité 37 milliards de francs CFA. Cette année, ce plan de réponse, en tout cas, le coût a été revu à la baisse. Mais dans le même temps, le nombre de personnes vulnérables, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère a augmenté. Comment expliquer ce qu'on pourrait appeler ce paradoxe? Monsieur Seni, vous avez vraiment touché du doigt, c'est vraiment un paradoxe. C'est un paradoxe, mais qui s'explique, qui peut s'expliquer facilement. Tantôt, on a vraiment parlé des causes profondes de l'insécurité. Parmi ces causes, on a bien parlé de déplacement massif des populations. Donc, ceux qui dégradent, ils viennent avec des moyens d'existence dégradés. Donc, les enquêtes étant postérieures à ce qui se passe, donc c'est normal que cette vulnérabilité augmente, en fait. Et en même temps, il y a... On va jamais cesser de le dire, la tension de trésorerie qui est là, qui persiste. Donc l'enveloppe alliée à ça a diminué malheureusement. Je repose ma question autrement, pardon. C'est est-ce qu'on doit continuer à se reposer que sur les financements de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes, justement pour évoquer les mécanismes, pour trouver les fonds nécessaires pour accompagner ces populations vulnérables? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, messieurs, vous l'avez dit, quand on a des personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui souffrent constamment d'alimentation, on ne peut pas leur donner comme réponse le fait que les caisses de l'État soient vides quand on sait que l'État a obligation d'aider sa population, de protéger, de nourrir sa population. Je vois que les idées sont là, mais c'est ni à notre gouvernement. On va retourner sur les questions d'argent toujours. Il a si bien dit les 2 mécanismes
d'approvisionnement du pays. Soit vous produisez, vous avez les moyens de produire vous-même ce que vous mangez, ou vous importez. Dans les deux cas, il faut de l'argent. Mais ce qui est mieux et pérenne, c'est de produire toi-même. Donc je crois que si on pouvait faire le choix de ça, ce serait vraiment la solution pérenne et adéquate. Il s'agit d'inviter l'État à investir beaucoup dans l'agriculture. Si on investit dans l'agriculture, on a des terres. Il y a des personnes. Il manque l'argent. Et un peu de volonté aussi. Le privé aussi peut aider l'État. Il faut que le privé, on exhorte le privé à aider l'État aussi. L'État seul ne peut pas tout faire. Mais si le privé aussi s'implique, au lieu d'importer le riz, il faut les sensibiliser et les exhorter à acheter le riz consommant local. Je crois que c'est la création même le but de la création de l'AES, c'est ça. Si tu regardes un peu, c'est à peu près ça. L'AES, si tu regardes, ce qu'on importe, c'est l'aliment dans l'AES. Mais on peut le produire ici, dans la zone de l'AES. C'est bien possible. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. La même question. On a ce problème qui est là, qui est en augmentation, l'insécurité alimentaire. Dans le même temps, les ressources sont en baisse. Comment trouver les fonds? Ok, si vous voyez que j'ai été un peu tolérant envers le colonel parce que vu la situation actuelle du pays, sinon en réalité, j'allais vraiment rebondir sur pas mal de ces interventions. Parce qu'en réalité, si on veut être rigoureux même dans l'appréciation de ceux qui souffrent de l'insécurité alimentaire au Mali, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a l'aspect couverture des besoins énergétiques de l'homme. En réalité, il ne s'agit pas de remplir le ventre. Il s'agit de manger pour couvrir les besoins énergétiques et aussi avoir la santé et une vie active. Donc, au regard de cela, je pense qu'on a vraiment un chemin long à faire encore. Donc maintenant, ce qui peut être envisagé, je crois qu'on avait souligné ça plus ou moins. Je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur l'approche au développement des filières de production agricole chez nous. Et dans l'optique de chaîne de valeur. Et aussi, je crois que l'État, à travers la loi d'orientation agricole, a lancé cette fameuse démarche qui est la constitution des interprofessions agricoles autour des filières agricoles. Moi, je pense que si on va vers les interprofessions agricoles, c'est une manière de responsabiliser à fond les acteurs qui sont dans la production, dans la commercialisation, dans la transformation, ainsi de suite. Parce qu'il y a pas mal d'interprofessions aujourd'hui qui sont mises en place, mais en réalité, l'État n'a pas un accompagnement qu'il faut pour rendre ces interprofessions-là autonomes sur tous les plans. Moi, je vous dis, si l'État parvient à appuyer les interprofessions aujourd'hui pour qu'elles soient une force de production, je pense que l'État peut s'endetter auprès de ces interprofessions-là. L'histoire du coton, quand même, je pense que le coton, c'est vraiment un mécanisme aujourd'hui de financement de l'État. Tout à fait. Les autres produits également, il ne faut pas les exclure. Le riz, la mangue, la pomme de terre, le maïs. Si on parvient vraiment à accompagner ces interprofessions agricoles comme il le faut, envie de les rendre vraiment autonomes, parce que moi, quand même, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai eu à évaluer leur performance au point de vue organisation et institutionnel. Je pense que des résultats comme ça peuvent être valorisés pour mettre en place un plan méthodologique de renforcement de ces interprofessions pour vraiment qu'elles soient autonomes. Vraiment, si on parvient à le faire, même l'État peut s'endetter auprès de ces interprofessions. Il y a l'accompagnement, c'est vrai, de l'État, ouais. Mais il faut reconnaître aussi que ces interprofessions sont mal structurées aussi. Ouais. Ils n'arrivent pas à fidéliser. L'interprofession riz, moi j'ai beaucoup discuté avec ces interprofessions. L'interprofession riz, l'interprofession maïs. La plus structurée, c'est l'interprofession riz. Ça va. Mais l'interprofession maïs n'arrive pas à fidéliser.
les membres. Okay. Il faut que, c'est ce que je les ai dit, il faut balayer devant votre porte pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que si vous arrivez à fidéliser vos membres, là vous allez parler un seul langage et l'État peut venir. Maintenant, si tu veux intervenir, qui est dans l'interprofession? Ouais. C'est ça le problème. Les grands producteurs de céréales qui sont dans les zones de production comme à Kuchala et Sikasso, ils ne sont pas membres de l'interprofession. C'est ça. Et on ne peut rien faire sans ces gens-là. C'est pourquoi j'ai demandé à l'autre là, il faut vraiment. Et ils sont peu enclins à donner un peu de lait sous à l'interprofession aussi. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Bon, pourtant, il y a des textes de loi qui existent et qui doivent les amener à... Tu as dit, la bourse de céréales qui s'est passée à Ségoula. Ouais. C'était les achats et ventes institutionnelles. Hein. Et c'est ce qu'on veut mettre sur place. Les ventes institutionnelles, si on arrive, c'est la clé. Hein. Si on arrive à mettre en place ces ventes et achats institutionnels, ça va booster la production. Tout à fait. Mais encore, l'interlocuteur, c'est les interprofessions, mais ils sont mal structurés. Voilà, ça, messieurs, je vous invite à regarder notre cas d'école qui nous amène à voir qu'il y a certains pays en Afrique qui sont plutôt bien avancés en termes de sécurité alimentaire. Je pense notamment aux pays d'Afrique du Nord. Grâce à une politique agricole audacieuse et dynamique basée sur la production zonale et la transformation locale, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont les pays africains les moins atteints par la faim, selon l'indice de la faim dans le monde de rang GIH 2023. La Tunisie occupe le 27e rang mondial et le premier rang africain avec un score de 5,9 en 2023 contre 10,3 en l'an 2000. L'Algérie est la deuxième nation africaine la moins atteinte par l'insécurité alimentaire. Elle occupe la 33e place mondiale avec un score de 6,8 en 2023 contre 14,7 il y a 23 ans. Le Maroc occupe le 47e rang mondial avec un score de 9,0 et se classe à la 3e place africaine. Ces trois pays ont entre 5 et 9 points, ce qui veut dire qu'ils ont une insécurité alimentaire de niveau faible comparé à l'Égypte qui est au 4e rang continental et au 57e rang mondial avec un score de 12,8. Ce qui en fait un pays de niveau modéré et non faible. À titre de comparaison, le Mali en 2023 est classé à la 98e place mondiale avec un score de 25,6. Sa situation est qualifiée de grave dans le rapport, mais pas alarmante comme ce fut le cas en l'an 2000, où il y avait un score de 41,9, ce qui démontre que les efforts ont été faits ces dernières années. Ce rapport 2023 sur l'indice de la faim dans le monde de rang GIH a évalué 136 pays et classé 125 sur la base des données disponibles. Le rapport sur l'indice de la faim dans le monde, publié en octobre 2023, indique qu'après de nombreuses années de recul de la faim, jusqu'en 2015, les progrès de la lutte contre la faim sont globalement au point mort. Alors qu'il reste moins de 7 ans pour atteindre les objectifs de développement durable fixés à 2030, la multiplication des crises serait à l'origine de cette stagnation dans la lutte contre la faim. Monsieur Treta, justement, vous avez parlé d'accompagner les populations vulnérables dans les zones que vous avez prédéfinies. Vous avez parlé de résilience autour de ces populations. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces personnes-là, le nombre de personnes à peu près que vous accompagnez au niveau de ces régions? Et comment vous avez fait justement pour les identifier? Parce que je crois savoir que là aussi, il y a un défi pour identifier ces personnes parce que certains sont toujours fiers et ne veulent pas forcément montrer leur vulnérabilité. Et effectivement, et chez nous, je crois que ça dépend de notre stratégie, parce que nous avons une stratégie en tant qu'ONG, et nous avons l'expertise par rapport à la mobilisation communautaire, ce qui est un facteur déterminant pour réussir les actions de développement sur le terrain. Et au-delà de ça aussi, nous avons l'expertise de nos partenaires. Permettez-moi de vous rappeler aussi qu'il y a une coopérative au niveau de Burkina qui gère 2,5 milliards. 2,5 milliards. 2,5 milliards, une coopérative. Vous voulez parler de 2,5 milliards financièrement, l'argent? L'argent, 2,5 milliards. Wow. Donc maintenant, cette coopérative dispose d'une radio, dispose d'un centre de formation et qui a à son sein 427 BCV. C'est des banques de céréales villageoises.
Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une approche participative. Notre introduction s'est faite au niveau des mairies. Par exemple, ce que j'ai dit là, ça, on arrive, on a le cursus de l'administration parce qu'on est sous tutelle, parce que tout ce que nous faisons par rapport à la sécurité alimentaire est une contribution. Et je crois que mon colonel l'a rappelé. Tout ce que les partenaires font, c'est des contributions, mais qui ne peuvent pas jouer le rôle de l'État. Donc nous faisons en sorte que les organisations qui se trouvent au niveau de ces villages-là soient mieux structurées et adhérées à l'Union. Et une fois à l'Union, tout le mécanisme financier se traite par les responsables de l'Union qui font l'approvisionnement, et ces approvisionnements-là sont distribués au niveau des BCV, ils sont les banques de céréales villageoises. Maintenant, en termes de chiffres, quand vous partez dans ces localités, vous allez avoir que au moins les 20% de ces communautés-là bénéficient de notre expertise en matière de sécurité alimentaire à travers les banques de céréales. Et nous avons même échangé avec des producteurs ou des membres de certaines localités. Ils disent que si ces banques-là n'existaient pas, ça allait même jouer négativement pour la production. Parce que pendant la période de soudure, s'il faut faire 2 jours pour aller s'approvisionner à Nioro et retourner sur une distance de 90 km, non seulement c'est une perte, mais vous n'avez pas encore la denrée à un prix souhaitable, compte tenu de leurs revenus. Donc ce sont ces dispositifs-là que nous mettons dans ces localités-là pour renforcer. Mais nous n'avons pas une estimation, parce que quand vous prenez Nioro, toutes les communes ne sont pas encadrées par notre organisation. Mais nous avons fait une sélection, et c'est participatif. Nous expliquons notre démarche, et à partir de ces explications, les villages adhèrent, et les villages sont autogérés par les organes au niveau local. Maintenant, et tout ce travail s'est fait sous la couverture maintenant des services techniques. Parce que nous avons mis un comité de pilotage qui réfléchit, qui fait des propositions, qui accompagne maintenant les membres par rapport à la structuration, par rapport à la gouvernance, par rapport à la gestion financière. Mais nous avons un rôle d'accompagnement. Nous assurons le secrétariat pour que le jour où le projet prend fin, que ces communautés soient en mesure de... Pour qu'il y ait la continuité. De s'autogérer. Bon, c'est pourquoi nous avons cette composante-là pour le financement. Nous faisons en sorte que pendant la première année, nous allons prendre en charge les charges financières jusqu'à 50%, deuxième année 40%, troisième année 30%, donc quatrième année, voilà, l'appui est dégressif, pour que les communautés soient outillées, pour les préparer le jour où le projet va prendre fin, pour qu'eux-mêmes puissent s'autogérer et continuer à assurer la sécurité au niveau de leur localité. Messieurs, il nous reste quelques minutes très rapidement sur les mécanismes. Aujourd'hui, mon colonel, qu'est-ce qui reste à faire pour justement améliorer ce qui est fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait d'augmentation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela diminue, pour que ces populations dites vulnérables soient plus résilientes, pour qu'elles arrivent à se prendre en charge? Au-delà de la question sécuritaire, bien sûr qu'il faut régler en amont. Vraiment, vous avez touché du doigt la problématique. C'est-à-dire, il faut vraiment s'attaquer aux causes profondes de la sécurité alimentaire. Et soutenir aussi la politique nationale mise en place pour vraiment protéger les capacités des personnes vulnérables à s'autogérer. Ça englobe tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire partir vers un développement intégral. Il faut vraiment créer que tout le monde ait accès aux services sociaux de base, premièrement. Ça, c'est important. Renforcer, ou bien, c'est-à-dire l'accès des populations vulnérables à la nourriture. Il faut que tout le monde ait accès à la nourriture de qualité et saine. Le docteur l'a dit. Il ne faut pas que ce soit seulement en quantité, mais que ce soit aussi en qualité et qu'il y ait l'apport calorifique nécessaire par rapport à ça. Colonel, c'est justement ça ma question. Comment faire en sorte que ces populations-là aient justement accès à hauteur de souhait à la nourriture de qualité? Il y a même certains qui nous diront même, nous on ne veut même pas la nourriture de qualité, nous on veut d'abord manger. Donc justement, comment faire en sorte que ces personnes-là... C'est les amener eux-mêmes avec les activités génératives de revenus comme ils sont en train de faire. Dans l'info que vous avez parlé, l'info de la FAO est en droite ligne de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne distribuent pas gratuitement. Mais c'est des gens, j'ai bien noté cette partie, c'est-à-dire ils soutiennent les populations pour produire eux-mêmes.
au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Il faut qu'on aille vers ça. Vulgariser ce qu'ils sont en train de dire comme ça. Mais ça revient à ce que l'État mette la main dans la poche pour encore augmenter l'enveloppe un peu. Donc, vraiment, il faut amener ces gens-là. Il faut créer des activités génératives de revenus à ces gens. Ça, on est obligé de faire ça. Il faut que les producteurs aient accès aux informations relatives au marché et au prix. Tout à fait. Comme ça qu'on peut les aider. Moi, je pense que déjà la réponse elle est toute simple. Hein. Il faut procéder à la diversification. De l'économie? Non, la diversification agricole. D'accord. Vous saviez, quand vous produisez plusieurs choses. Quand vous faites de la pomme de terre, minimum aujourd'hui, vous avez 21 tonnes à l'hectare. L'échalote, vous êtes à 30 tonnes. Et c'est des produits qui permettent de combler un peu le déficit alimentaire pendant une période donnée. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est de développer le système d'irrigation. La petite irrigation. Ça ne demande pas assez de trucs. Mais c'est de faire en sorte que là où il y a des ressources en eau, développer des systèmes d'irrigation autour de ça. Nous avons été à Tomia. Il y a une localité de Tomia où on peut faire plus de 500 hectares aménagés. Ne serait-ce que pour les contrôles. Comment dire, pour installer les submersions libres pour que ces zones-là puissent faire la production du riz. Ça, c'est des opportunités. Au-delà de ça, il faut faire la transformation. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des quantités, mais quand vous voyez, vous analysez, vous trouverez que les quantités qui sont transformées ne représentent même pas les 15%. On parle de moins de 2% au niveau de la transformation. Voilà. Au-delà de ça, il faut orienter la jeunesse vers le secteur agricole. Secteur agricole en ce sens que nous, dans notre stratégie, nous avons prévu d'installer au moins une centaine de jeunes dans le volet agriculture avec grand A, l'élevage, la pêche et la transformation des produits agricoles. C'est des jeunes de 18 à 35 ans. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons les jeunes 5-5 et nous leur faisons une subvention de 80% pour qu'ils installent. Ceux qui se sont installés, nous les aidons aussi à avoir des plans d'affaires bancables et nous les mettons en relation avec les institutions de financement, mais dans une logique de production agricole. Tout ça pour assurer la sécurité alimentaire de la localité. Il faut développer la microfinance, que les femmes et les enfants aient accès au financement nécessaire. C'est très important. La question du financement, effectivement, qui reste une problématique. Docteur Tamboura, pour ceux qui ne le savent pas, en atteignant la sécurité alimentaire, qu'est-ce que le Mali gagnerait? Je pense que si le Mali parvient à atteindre l'insécurité alimentaire, je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes. Par exemple, si on essaie de faire une analyse systémique entre l'alimentation et la santé, donc je pense que ça va réduire significativement l'achat des produits pharmaceutiques. Parce que vous conviendrez avec moi que le Mali n'est pas un pays producteur de produits pharmaceutiques. Pas pour le moment. Voilà. Donc si on parvient à assurer la sécurité alimentaire, ça va vraiment assurer la santé. Et ce qui va avoir comme retombée la diminution significative des dépenses en matière de sang, en matière de santé. Et peut-être le reliquat qui va découler de ça peuvent être mobilisés pour faire des investissements nécessaires dans le domaine agricole, surtout en mettant un accent particulier sur les ressources humaines. C'est pour cela que, en réalité aussi, l'État doit mettre à contribution les universités. Donc, il ne faut pas vraiment ignorer cela. Et c'est le professeur de l'ESSEC qui parle de la Voilà, parce qu'il y a pas mal de recherches qui sont effectuées au niveau des universités, mais les résultats ne sont pas valorisés par les décideurs. Donc, je pense qu'en essayant vraiment de réduire le fossé, le clivage ou bien le déphasage entre l'État et les universités aussi, ça peut aider également à avoir des personnes ressources ou bien des ressources humaines qualifiées à la cause vraiment de l'économie agricole. Messieurs, je vous donne vraiment 30 secondes parce qu'on arrive au terme de cette émission. Lamine Treta, pour atteindre la fin zéro, si on devait commencer que par les plus importants pour vous, qu'est-ce qu'il faut mettre l'accent sur quoi? La transformation des produits agricoles. Ça, c'est un volet. Mais il ne faut pas d'abord produire avant de penser à la transformation. Oui, ce qui est sûr, c'est que le produit n'est pas transformé. Vous saviez, il y a des pays comme le Kenya où tout ce qu'ils font, ils transforment. Ça permet de faciliter l'accès des populations aux produits finis.
Et ça garantit aussi la sortie des devises. Parce que quand vous transformez le maïs tout de suite là, c'est toute une chaîne qui est autour du maïs. Donc vous créez des circuits économiques autour de cette activité. Au-delà de ça, ce qu'il faut ajouter aussi, ça c'est la création des actifs pour les jeunes et les femmes. Parce que nous avons constaté que les 80% des travaux agricoles sont menés par les jeunes et les femmes. C'est que si les femmes ont accès à des ressources financières, ça permet d'améliorer non seulement les conditions économiques, ça permet de créer aussi de la valeur ajoutée pour l'organisation de la macroéconomie. Je parle sous le contrôle du professeur. On sait que l'organisation de la microéconomie est liée quand même à l'organisation de la macroéconomie. Lorsque ces actifs sont créés, ça, à travers maintenant la diversification de la production et la transformation, je pense qu'on va arriver à bout à l'insécurité alimentaire et il y aura des conditions meilleures plus que ça. Docteur Abdourahmane Voilà, en ce qui me concerne, moi je pense que les efforts énormes sont faits, mais il manque vraiment une coordination et une synergie d'action entre les efforts qui sont menés. Sinon, en réalité, c'est des sommes importantes qui sont injectées pour assurer la sécurité alimentaire. S'il y avait vraiment la coordination qu'il faut, ça allait vraiment amener les acteurs qui y travaillent à identifier les éléments saillants. Voilà, du processus. Quand même, toujours est-il qu'il faut mettre l'accent sur la production domestique. Voilà, et puis faire les investissements qu'il faut, les formations qu'il faut. Surtout aujourd'hui, la question du foncier et import est importante. Parce que l'accessibilité aujourd'hui au foncier est limitée aux producteurs. Je pense que l'État aussi doit travailler dans ce sens-là. Et puis la qualité des semences utilisées. Donc je pense qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut envisager et puis essayer de faire en sorte qu'on sorte un peu de cette situation de faim. Colonel Ousmane Dambélé, on sait que votre structure, l'OPAM, est une structure éminemment importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Ces perspectives, je peux le résumer et je vais faire... c'est-à-dire, j'ai lu un passage qui résume en fait tout ce qu'on vient de dire et je vais me permettre de les citer. Ça vient de l'Institut national de la statistique, INSTAT, et dans les enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages. Il dit que la vision de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali, à laquelle doit conduire la mise en œuvre de la POLSAN, la politique de sécurité alimentaire, issue des concertations régionales, est la suivante. D'ici 2030, l'ensemble de la population malienne a en tout temps et en tout lieu un accès équitable à une alimentation de qualité, équilibrée, suffisante et saine, lui permettant de satisfaire ses besoins énergétiques et ses préférences alimentaires et nutritionnelles. Je crois qu'au-delà de ça, il n'y a plus rien à dire. Et ça c'est l'objectif de développement durable, c'est l'objectif 2 qui parle de fin zéro d'ici à 2030. À un moment, on disait que le Mali était plutôt très bien lancé avec les dernières crises. Aujourd'hui, le travail est quelque peu ralenti. On espère bien entendu que les choses vont s'améliorer. Merci messieurs d'être venus sur le plateau d'Entreprendre, débattre de ce thème très important qui est la sécurité alimentaire. Je rappelle qu'on a eu sur ce plateau Lamine Treta, il est coordinateur du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'augmentation de revenus des communautés, des cercles d'intervention de Nioro, pour ne citer que ce cercle. Il y a bien entendu d'autres cercles. Donc vous êtes de l'ONG CAEB. Merci également au docteur Abdourahmane Tamboura, agroéconomiste, enseignant chercheur à la FSEC. Merci mon colonel Ousmane Dambélé. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.